Révolution des organisations, innovation technologique. Quels impacts pour la sécurité routière? Voilà, on est reparti sur notre deuxième atelier, enfin c'est l'atelier 3, c'est le deuxième atelier en ce qui me concerne cet après-midi. On va s'intéresser à deux choses, je vous laisse vous installer en même temps, pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait installés, à deux choses qui sont différentes mais qui sont connectées bien évidemment, c'est le cas de le dire. La nouvelle technologie d'un côté, ou les nouvelles technologies, et puis les nouvelles organisations du travail, et encore une fois c'est souvent intimement lié. On parlait là pas mal de télétravail, après tout ça fait aussi appel à de la technologie, visioconférence, on est aussi dans de la technologie. Quels impacts ces changements ont-ils sur les déplacements et sur les comportements en déplacement? On va en parler avec Georges Amar, qui est chercheur associé de la chaire de conception innovante à l'École des mines de Paris, à qui je demande de me rejoindre. Et je l'ai vu tout à l'heure, Georges Amar, il est là. Ancien directeur de la prospective de la RATP. Christophe Giraud, directeur du département flotte automobile et nouvelle mobilité chez Gras Savoie. C'est donc notre assureur de l'après-midi. Anne Guillaume, qui est experte sécurité routière du groupe Renault, ancienne patronne du Lab de chez Renault, le laboratoire d'accidentologie, de biomécanique et d'études du comportement humain. Martin Richet, qui est fondateur du cabinet management et dirigeant d'ailleurs du cabinet management et RSE, consultant en responsabilité sociale des entreprises. Et Guillaume Huster, qui est chercheur à l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux. Je préfère le dire comme ça qu'avec le sigle, parce que IFSTAR, ça m'a donné des difficultés. Je vous laisse vous installer, les uns et les autres. Ce matin, il a été pointé ce que certains qualifiaient de nouveau risque, d'ailleurs. C'était non pas le portable, mais les technologies embarquées à bord des véhicules. Alors, c'est évidemment pas un nouveau risque en soi, mais ça crée un nouveau risque, nous disait-on ce matin, parce que finalement, c'est détourné de son utilisation, parce qu'on se croit protégé grâce à la technologie. Alors d'abord, je voudrais commencer par là, parce que ça m'a vraiment interpellé ce matin. Anne Guillaume, peut-être Guillaume Huster aussi, mais d'abord Anne Guillaume, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que les nouvelles technologies, notamment embarquées, créent de nouveaux risques? Avec un micro qui marche, c'est encore mieux. Tenez. Parlez dedans, ça va marcher, me dit-on. Bonjour à tous. Voilà. Vous voyez, les nouvelles technologies, hein. Il faut bien les connaître pour pouvoir les utiliser. Et je pense qu'effectivement, les nouvelles technologies, en fait, elles ont été beaucoup décrites par la presse, dans les médias. Et il se trouve qu'un certain nombre de personnes leur accordent beaucoup plus qu'elles ne font. C'est-à-dire que les technologies, il faut bien les connaître pour bien les utiliser. Et en particulier, ce qu'on appelle les aides à la conduite. Les aides à la conduite, comme le nom l'indique, ne sont pas des substituts à la conduite. Et lorsqu'on a des aides à la conduite, ça veut dire qu'il faut qu'on conduise tout à fait normalement et qu'on peut se faire aider dans certaines situations. Mais il ne s'agit pas d'avoir un substitut de la conduite. Et malheureusement, comme c'était décrit un peu ce matin, certaines personnes considèrent que finalement la machine va se substituer à leur devoir de conduite. Et donc c'est là qu'intervienne toute l'ambiguïté qu'on peut avoir avec certaines nouvelles technologies. Se substituer ou autoriser des conduites plus dangereuses. Alors l'exemple de ce matin, c'était assez frappant. C'était je vais laisser finalement le détecteur de distance du camion géré ou du car, c'était un camion en l'occurrence, géré pour moi, parce que je veux profiter de l'aspiration du camion qui est devant moi. Donc finalement jusqu'à 15-20 mètres, même si la distance réglementaire recommandée ou légale, pardon, sous le contrôle de ceux qui savent ça, c'est 50, ben je vais aller à 15 ou 20 parce que ça me permet de toucher ma prime carburant et que la machine va le faire à ma place s'il y a besoin. C'est toute l'ambiguïté qu'il va y avoir entre la demande, entre guillemets, d'économie par l'entreprise et puis les règles de sécurité. Donc là, on a vu quand même très clairement ce matin que ce qui primait, c'était les règles de sécurité. Et donc, si vous voulez, ces aides à la conduite, elles permettent tout à fait de respecter la distance de sécurité. Simplement, il faut les utiliser à cet escient, pas dans un objectif
qui est différent et à ce moment-là qui va détourner les règles de sécurité. Il y a le détournement d'usage et puis il y a l'absence de vigilance qui est liée à la nouvelle technologie. Alors, ça, c'est un autre problème. J'ai commencé volontairement par les risques. On va traiter les bonnes pratiques après, vous inquiétez pas. Ça, c'est un autre problème, voilà. La vigilance. C'est-à-dire que de la même façon qu'on va avoir une façon de faire un peu trop confiance au système, on demande vraiment au conducteur de rester dans la conduite quand il a des aides à la conduite. Alors, évidemment, dans certains cas, la tendance va être de se dire finalement, comme ma voiture conduit, je vais peut-être pouvoir faire autre chose. Et donc, toute la difficulté dans les différents niveaux d'automatisation qu'on va avoir, c'est de bien expliquer au conducteur, dans telle situation, c'est vous qui êtes responsable, c'est vous qui conduisez. Et évidemment, on arrivera dans le futur, mais ce n'est pas encore sur la route, à avoir des véhicules où on aura une réelle délégation de la conduite dans le véhicule. Mais pour le moment, ce n'est pas sur la route. Et certains conducteurs considèrent, et c'est quelques accidents d'ailleurs qu'on a vus, qu'ils peuvent s'affranchir finalement de la conduite. Vous avez des cas précis dans la presse, oui, dans la presse, vous l'avez vu, l'accident Tesla qu'il y a eu aux États-Unis. Clairement, il était dans ce qu'on appelle un niveau 2, c'est-à-dire un niveau où vous devez superviser ce que fait la voiture. Il n'est absolument pas question que vous ayez une activité à côté et il regardait une vidéo d'Harry Potter. Donc, le capteur n'a pas perçu le camion qui était blanc sur fond blanc et qui traversait donc l'autoroute et donc il en est mort. Donc en fait, c'est très important que chaque conducteur comprenne ce que fait l'assistance ou ce que font les assistances à la conduite qu'il a dans sa voiture, mais pour le moment, il n'y a aucune délégation totale pour la voiture. Donc on revient sur la nécessité absolue de se former aux nouvelles technologies, voilà, de les apprivoiser et de savoir exactement la vigilance qui doit l'accompagner. Il y a de plus en plus de didacticiels qui sont sur YouTube qui permettent de parfaitement décrire ce que font, et qui ont été faits d'ailleurs par les constructeurs, de parfaitement décrire ce que font les aides à la conduite dans chaque voiture, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce que fait réellement l'aide à la conduite, mais ce qui, je le répète, ce sont des aides. C'est-à-dire que, quoi qu'il en soit, le conducteur doit conduire et rester vigilant au volant. Allez-y, je vous en prie. Je vous vois, Guillaume Muster. Oui, je vais prendre un autre exemple. Enfin, on n'est pas sur l'aide à la conduite, sur la livraison de marchandises en ville, le e-commerce, le développement du commerce. Et on le voit tous, ce sont ces camionnettes blanches, elles sont toutes blanches, qui assurent le dernier kilomètre. Donc c'est des camionnettes qui roulent très vite, parce qu'ils n'ont pas de temps, parce qu'ils ont des primes, parce qu'ils ont un certain nombre de colis à livrer. Et je pense qu'il n'y a pas encore de statistiques là-dessus, mais je crains qu'il y ait une accidentologie relativement forte, car ils sont pressés, ils vous laissent là 30 secondes, à peine bonjour, au revoir, et tout de suite ils remontent dans leur véhicule qu'ils ont parfois laissé allumé, et ils regardent leur GPS pour savoir quel est le prochain lieu de livraison, sachant que sur la métropole européenne de Lille, ce qu'on a constaté, c'est que les gens ne connaissaient pas en plus, ils viennent du Pas-de-Calais, donc ils viennent de beaucoup plus loin. Donc ils ne connaissent pas du tout la ville comme elle est actuellement. Donc je pense que c'est faire confiance à la machine de manière excessive. Dans un cas, la technologie embarquée, dans l'autre cas, votre smartphone qui vous donne l'ordre d'aller à tel endroit, en tel temps. Tout à fait, de le regarder, de pianoter à ce moment-là. On perd un peu de... Alors là, je voudrais juste bien préciser les choses parce qu'effectivement, dès qu'on va avoir une tâche visuo-manuelle en dehors de la conduite, là, on va augmenter très, très fortement le risque d'accident. Je vous rappelle qu'un SMS, ça multiplie par 23 le risque d'accident. Donc, c'est vraiment très, très important. Tout ce qui est visuo-manuel est extrêmement dangereux par rapport à la tâche de conduite. Rappelez-moi pour l'usage du téléphone portable pour une conversation. Alors, pour une conversation, c'est 1,2 ou 1,3, c'est-à-dire que ça correspond à peu près à quand on discute avec une personne à côté. Par contre, dès que vous numérotez, vous multipliez par 6 le risque d'accident, et quand vous faites un SMS, vous multipliez par 23 le risque d'accident. Ça veut dire qu'il faut travailler la transition de manière particulièrement aiguisée, Guillaume Muster.
Effectivement, enfin, on est sur les aides à la conduite, donc là j'entends qu'on s'envoie vers le véhicule autonome. On va y aller. On va y aller doucement, mais tranquillement, mais on va y aller. Oui. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, donc, on a des aides à la conduite, on va aller de plus en plus vers l'automatisation. Donc on y va à petits pas, et tout le problème justement, c'est cette transition, enfin c'est très à la mode en ce moment, cette transition finalement entre le moment où, enfin, comme tu l'as dit tout à l'heure, où l'homme reste maître, il doit être encore maître de son véhicule parce que la réglementation est très claire là-dessus, jusqu'au moment où finalement, j'allais dire, il lève les mains et il laisse la machine réagir. Actuellement, on en est à des niveaux relativement faibles, mais il est certain qu'on a une vision un peu déformée qui nous vient de Vous voulez dire des niveaux d'autonomie de la machine faible, c'est ça? D'autonomie du véhicule faible. D'autonomie faible. Mais on vit dans l'idée qu'on va les avoir demain. Voilà. Et ça, je pense que c'est un grand risque. Et je ne vais pas décevoir les personnes ici présentes, mais je crains que ce ne soit pas vrai d'une autonomie totale sur toutes les routes. Bon, ça on va l'explorer, mais je voudrais qu'on se tourne vers notre assureur, qui a un nom, qui s'appelle Christophe Giraud, travaille chez Gras Savoie. Est-ce que la technologie fait automatiquement baisser l'accidentalité? Pour le coup, on vient de parler des nouveaux risques, mais est-ce que la technologie, c'est effectivement une aide à la sécurité routière? Du point de vue de l'assureur, donc du sinistre. Alors, du point de vue de l'assureur, en fait, la technologie existe depuis 30-40 ans, avec les premières aides à la conduite, l'ABS, alors, d'un point de vue un peu moins technologique, la ceinture de sécurité. Donc tout ça a entraîné des effets réels et a baissé fortement la sinistralité. C'est un fait qui est admis. Lorsque les différents constructeurs ont développé tour à tour des systèmes de sécurité, chacun de leur côté ou pilotés par les normes européennes, il a été beaucoup plus difficile pour eux d'analyser l'impact, je dirais, individuel de chacune des aides, parce que ils n'avaient pas forcément dans leur outil informatique les caractéristiques exactes du véhicule et qu'ils ne pouvaient pas pour autant faire le lien entre le sinistre qui venait de se produire, l'accident de la route, et puis l'utilisation ou non, à juste titre, de cette aide à la conduite. Voilà. Donc on a noté en fait un mouvement de fond qui a vu la sinistralité routière baisser depuis 30 ans, de manière assez radicale, sans pour autant utiliser un de ses atouts et en faire un vrai levier de baisse de sinistralité. Voilà. Donc c'est plutôt globalement qu'on a observé l'amélioration du véhicule. On peut parler aussi des pneumatiques. Il y a une très forte technologie dans les pneumatiques. Et en fait, l'ensemble de l'industrie automobile a progressé au profit de la sinistralité routière. Est-ce que plus j'équipe mon véhicule, plus mon assureur est content finalement? Alors, plus j'équipe mon véhicule... Est-ce que vous accompagnez par exemple l'équipement pour les professionnels? Est-ce que vous accompagnez l'équipement de véhicules avec des nouveaux outils qui permettent de sécuriser? Alors, nous, en tant que courtier, on favorise effectivement nos clients entreprises à utiliser et à équiper leurs véhicules de moyens de sécurité. Il y a un double effet en fait, c'est-à-dire que la sinistralité va baisser ou va être maîtrisée dans un premier temps et va permettre, comme le disait Madame, va permettre aussi des effets pervers, c'est-à-dire que le conducteur qui va considérer que son véhicule est mieux équipé va aussi se permettre des libertés qui vont contrecarrer le niveau de sécurité du véhicule. Et vous, l'assureur, vous avez intégré l'effet pervers aussi? Nous, assureurs, vous l'observez en tout cas. Alors, pour le monde de l'assurance, en fait, on observe des tendances de fond, mais on n'est pas capable de prédire à 1 an, 2 ans l'effet ou le comportement d'une flotte qui va être équipée tout d'un coup de nouveaux systèmes de sécurité sur la sinistralité de l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, c'est que les véhicules aujourd'hui sont de plus en plus équipés, soit volontairement, soit encore une fois par le biais de normes européennes qui incitent à être beaucoup plus sûrs vis-à-vis des piétons, des cyclistes, etc. Et de ce fait, coûtent plus cher. Voilà. Donc cet impact-là fait que les véhicules modernes valent plus cher et entraînent une sinistralité qui est à la hausse. En termes de remboursement, vous voulez dire? En termes de remboursement, oui. On a bien compris. Il n'y a pas plus de sinistres
mais ça coûte plus cher aux assurances Voilà. parce que les véhicules coûtent plus cher. Tout à fait. Hein, c'était ça. Je vous repose ma question. Vous accompagnez l'équipement de véhicules ou pas vraiment? Est-ce que quand on vous dit, je le dis autrement, j'ai une porte 3 points, j'ai une porte 5 points. Si j'ai pas une porte 3 points, je vais pas être assuré pour la même prime que si j'ai une porte 1 point ou 2 points. Voilà, c'est comme ça. Ça, je le sais. Est-ce que pour la voiture, ça marche? Alors ça marche sur des moyens de sécurité anti-vol pour les particuliers essentiellement. Dans le cadre du monde de l'entreprise, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ça. Parce qu'il y a, comme on l'a vu toute la journée, il y a des formations, il y a une politique interne de sécurité et de prévention qui doit être mise en place. Il y a un investissement de la direction générale qui doit s'accompagner du plan de prévention et tous ces effets-là ne peuvent pas être séparés les uns des autres. En fait, c'est un mouvement global dans l'entreprise qui doit s'inscrire dans une politique générale. C'est intéressant parce que vous n'arrivez pas à me dire les uns et les autres, et c'est pas une critique, c'est parce que j'essaye de savoir de quel côté ça penche. Si oui ou non, la nouvelle technologie, ça améliore la sécurité routière. Anne-Guillaume. Alors, on a fait quand même un certain nombre d'études au lab, et ces études du lab montrent très clairement que tout ce qui est sécurité secondaire, et je voudrais dire que la ceinture de sécurité, c'est quelque chose de très technologique, parce qu'en fait maintenant il y a ce qu'on appelle le limiteur d'effort et le prétentionneur. Donc c'est en fait quelque chose de très technologique. Le prétentionneur, c'est ce qui va vous permettre de vous plaquer contre le siège pour vous positionner correctement juste au moment du choc. Le limiteur d'effort, c'est quelque chose qui va être couplé avec l'airbag, qui fait qu'on a remarqué que chez les personnes plus âgées, on avait une tolérance au niveau thoracique moins importante des contraintes, et que donc ce limiteur d'effort va relâcher un petit peu la pression dans la ceinture de façon à limiter l'effort qui est exercé sur le thorax, et l'airbag vient donc limiter la course, et donc c'est cet ensemble-là qui fait que vous allez être mieux protégé en cas de choc frontal. Et là, on a clairement démontré qu'on avait une réduction importante des lésions de la tête et du thorax. Et c'est chiffré, c'est-à-dire que c'est fait à partir de données qui ont été prises sur le terrain. De la même façon, on a quand même réalisé un certain nombre d'études sur tout ce qui était sécurité primaire, enfin sur les aides à la conduite, donc sur un certain nombre d'aides à la conduite. Et c'est vrai que par rapport au pourcentage de gains qu'on a eu en sécurité secondaire, les gains qu'on a avec ces aides à la conduite, prises une à une, sont moins importants. Ils sont de l'ordre de 3%, alors qu'on avait vraiment des gains qui pouvaient aller jusqu'à 80%. 90% des lésions de la tête sont évitées une amélioration avec la ceinture couplée à l'airbag. Donc on est dans des gains un petit peu différents, avec un certain nombre d'hypothèses, parce qu'effectivement, lorsqu'on a un accident, il est difficile de savoir on peut savoir si la voiture est équipée, mais si le système était activé. C'est-à-dire que le système pouvait ne pas être activé au moment de l'accident. Donc on va faire l'hypothèse qu'il était activé, etc. Donc pour toutes les études qu'on fait, on a un certain nombre d'hypothèses. On trouve quand même un gain, mais qui n'est pas du même niveau que le gain qu'on a pour la sécurité secondaire. Oui, vous me dites, on est en train de le calculer, on pense qu'il est positif. On a déjà quelques calculs pour un certain nombre d'aides à la conduite. On a déjà quelques résultats qui existent. Ouais. Guillaume Muster, puis Martin Richer, et ensuite, bien sûr, M. Amar. Oui, pardon. Oui, j'avais une question. Je suis désolé. Vous avez le droit. Pas l'exclusivité des questions. Je me posais la question, je ne sais pas qui peut répondre. Donc j'ai bien entendu que ça coûtait beaucoup plus cher, les systèmes d'aide à la conduite. Enfin, à ma connaissance, je crois que c'est les entreprises qui sont les premiers acheteurs de voitures neuves. Est-ce qu'on achète beaucoup de voitures? Est-ce que les voitures achetées par les entreprises possèdent un maximum de systèmes d'aide à la conduite pour aller vers la sécurité routière? Très bonne question, Guillaume Muster. Merci. Je dirais que les entreprises achètent des véhicules bien équipés dès lors que la technologie est massifiée. C'est-à-dire que la technologie est rentrée dans 60-70% des véhicules du parc roulant, et donc a pu faire l'objet d'un amortissement très globalement, et sont maintenant dupliqués à un prix qui est correct.
Voilà. Mais, quand elles sont en série, pour parler quand elles sont en série, ouais. voilà, et puis vraiment optionnelles. Alors, c'est vrai qu'il y a on peut parler du GPS qui a été celui-là très retenu en termes d'options à l'époque où il l'était. Bon, maintenant, c'est quasiment... Le GPS, par exemple, c'est en termes de sécurité routière? Alors, peut-être pas pour la sécurité routière, mais ça fait partie des aides à la conduite qui permettent aux collaborateurs d'entreprise de voyager sereinement. Et donc, on dit souvent que dans la prévention, il y a 3 types de management. Le management des hommes, de l'organisation et puis du déplacement. Il faut savoir manager son déplacement, le préparer pour éviter d'arriver très en retard et être stressé. Donc la conduite apaisée, le GPS aide à la conduite apaisée. Exactement. Oui. Qui est importante parce qu'on nous a expliqué qu'on pouvait gagner 1 litre d'essence par trajet sur une... Voilà, et que ça compte. Tout à fait. Ça compte. Monsieur Richet, allez-y. Oui, je crois qu'il y a 2 grandes façons de diminuer les accidents. Il y a celle dont on a parlé jusqu'à maintenant qui est pour 1 kilomètre parcouru donné, je fais diminuer le risque. Et il y a une deuxième grande famille d'approches qui, elle, dit qu'il faut essayer de diminuer, si possible drastiquement, voire d'éliminer les kilomètres parcourus pour répondre à un objectif donné. Et c'est là, me semble-t-il, personnellement, qu'il y a la plus grande réserve de progrès. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons une chance, c'est que nous sommes à la convergence de 2 grands domaines, celui de l'organisation du travail et celui des technologies, dites nouvelles alors qu'elles ne le sont pas du tout. La percussion de l'organisation du travail et des technologies peut faire changer la donne. Alors c'est difficile de discerner dans quelle direction, puisque vous posiez la question, mais alors finalement, cette technologie, est-ce qu'elle va diminuer ou pas les accidents ou l'accidentologie? Moi, je pense qu'au risque de paraître extrêmement ringard, il faut aller chercher la réponse dans un auteur du XVIIe siècle qui s'appelle Nicolas Boileau, l'auteur de l'Art poétique publié en 1674, qui nous disait que pour être réussi, une pièce classique doit respecter la règle des 3 unités. On a appris ça tous à l'école il y a un certain temps. L'unité de lieu, l'unité de temps et l'unité d'action. Ce qui se passe aujourd'hui en matière de... Bon, il se trouve que moi j'ai eu l'occasion de travailler pas mal sur la prospective du travail, sur les mutations du travail, l'impact de la technologie sur le travail. Ce qui se passe, c'est que ces 3 unités qui ont existé pendant longtemps, pendant le début du travail industriel, sont en train simultanément de voler en éclats. Et ça a des conséquences absolument fondamentales. Alors très rapidement, je prends par exemple l'unité de lieu. Où est-ce qu'on travaille aujourd'hui ? Encore dans son entreprise, certes, mais on travaille chez les clients, on travaille chez soi, le télétravail. De plus en plus, on travaille dans des tiers-lieux, dans ce qu'on appelle des tiers-lieux, c'est-à-dire des endroits qui ne sont ni le domicile, ni le lieu de travail. Et là-dessus, on a une montée en flèche extrêmement rapide. Il y a une enquête récente qui a été faite sur l'Île-de-France. En 2017, on avait déjà 171 espaces de coworking ouverts et fonctionnants en Île-de-France, auxquels s'ajoutent 146 bureaux mutualisés, les centres d'affaires et autres, 87 Fab Labs, ce qu'on appelle les Fab Labs, c'est-à-dire où on associe la fabrication de prototypes avec le travail tertiaire. Bref, total 620 tiers-lieux, dont la quasi-totalité a été créée dans les 2-3 dernières années. Donc on voit que ça va très vite. On peut parler également Alors là, on peut supposer que l'impact de la technologie sur l'accidentologie va être extrêmement positif parce que ça pourrait nous permettre de renverser la tendance séculaire d'éloignement entre lieu de travail et lieu d'habitation. Ou de l'abolir, quasiment. De l'abolir dans certains cas. Par la technologie, je suis à Hong Kong ou à Paris, finalement on se parle. Voilà, on se voit et on peut signer un contrat. Absolument, il y a ça c'est le travail à distance. Mais les tiers-lieux nécessitent quand même souvent de faire quand même quelques kilomètres pour aller parce que l'homme est un animal social. Voilà, mais votre pari, c'est moins de kilomètres. Absolument. Le tiers-lieu est pas très loin de chez moi ou à mi-distance de l'endroit où je dois rencontrer, etc. C'est tout à fait le pari. Si on regarde maintenant rapidement la deuxième unité qui est l'unité de temps, on voit que le cadre temporel du travail vole en éclats complètement. On le voit par exemple au travers de la proportion de travailleurs qui sont soumis aux horaires, ce qu'on appelle les horaires atypiques, c'est-à-dire temps partiel, temps décalé, etc. La dernière enquête du ministère du Travail montre qu'on est maintenant à 1/3 des salariés du privé
qui travaillent le dimanche et les jours fériés, par exemple. Si vous ajoutez à ça les horaires variables, les astreintes, etc., ça veut dire qu'on est aujourd'hui à moins de la moitié des salariés du privé qui travaillent sur voilà, les 5 jours par semaine classiques, traditionnels et réguliers, moins de la moitié. Donc le travail bien concret, bien prévisible est devenu presque l'exception aujourd'hui. Les taux de travail le dimanche montent dans certains secteurs très haut. Par exemple, pour les salariés du commerce et des services, on en est à 63%. Donc c'est la vaste majorité 3,5 millions de Français qui travaillent le dimanche. Des salariés. Voilà. Et donc là, on a un effet inverse, parce qu'on a une désynchronisation des temps, du fait de cette évolution, du fait de cet éclatement de l'unité de temps, qui fait que le temps du travail est maintenant désynchronisé du temps des services publics, comme l'école, du temps des transports publics, etc. Donc ça pousse à la voiture individuelle. Et ça pousse à un grand nombre de kilomètres. Donc on voit qu'on a des impacts qui peuvent être extrêmement contradictoires. Donc celui qui est capable de répondre clairement à votre question, à mon avis, est soit un escroc, soit il n'est pas né. Ah, ça valait le coup que la question soit posée au moins. Bon, on a abordé les deux côtés finalement de notre affaire grâce à vous. Je voudrais revenir du premier côté qui est celui de la mobilité. On a bien compris, hein. Soit on se déplace autrement avec la technologie, avec l'autonomie, soit on se déplace moins, voilà, et on trouve d'autres modes de travail, ce qui évite effectivement le déplacement. C'est limiter le risque ou l'éliminer finalement. Hein, si je comprends bien. Si on reste du côté du déplacement et de la voiture autonome, puis après je vais me tourner vers Georges Amar, parce que ma vraie question derrière, c'est est-ce qu'il y a une marche arrière à tout ça? La voiture autonome, on me le vend pendant 5 ans. Vrai, faux? Et est-ce que cette voiture autonome, finalement, elle limite la casse, elle limite les risques et donc les sinistres? Alors en fait, la voiture autonome, ça regroupe beaucoup de concepts, puisqu'on va parler de niveau d'autonomie. Et on part du niveau 1 au niveau 5. Donc le niveau 0 étant la conduite manuelle. Le niveau 1, c'est lorsque j'ai une aide à la conduite, soit dans le sens transversal, aide au freinage, régulation de la vitesse, soit dans le sens latéral, c'est-à-dire je reste dans ma voie, maintien dans la voie ou centrage dans la voie. C'est le niveau 1. Le niveau 2, et vous êtes toujours à conduire, toujours à superviser, c'est-à-dire le conducteur, là encore, est toujours présent dans sa voiture et conduit et responsable. Vous avez les deux, à la fois un contrôle longitudinal et un contrôle latéral, mais c'est vous qui êtes bien responsable de la conduite. Et puis, c'est ce qui est actuellement sur les routes pour un certain nombre de voitures. Par contre, il n'y a pas encore de délégation sur les routes. Donc il est question que dans les années qui viennent, dans certaines conditions bien particulières, donc des domaines ce qu'on appelle opérationnels, sur par exemple chaussée à voie séparée, on puisse avoir une délégation complète. Pour le moment, ça serait plutôt pour des vitesses limitées. 15, 30 km/h dans embouteillage jusqu'à 60 km/h, où vous avez à ce moment-là, très ponctuellement, possibilité d'une délégation complète de la conduite, mais avec reprise en main à l'issue de cette période-là. Donc c'est pendant un temps limité et sur un domaine déterminé. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle, ça c'est le niveau 3, le niveau 4, qui lui vous permettrait de la même façon de déléguer la conduite, mais vous n'auriez plus besoin de reprendre la main dans différentes situations un peu critiques. La voiture gérerait ces situations critiques et pourrait se mettre en sécurité toute seule. Et enfin, le dernier niveau, qui est le niveau d'autonomie complète, c'est le niveau 5, et ce sont ce qu'on appelle les navettes autonomes que l'on voit dans des expérimentations dans différentes villes de France actuellement. À Rouen, par exemple. Oui. À Rouen, par exemple. Donc en fait, quand on parle... Ou sur des sites fermés, me semble-t-il, de centrales nucléaires ou des choses comme ça. Oui, ou même différents sites industriels. Donc en fait, quand on parle de voitures autonomes, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que voilà, ça regroupe beaucoup de réalités différentes et il faut absolument savoir à quel niveau on en est. Est-ce que c'est moi qui suis responsable, donc je suis niveau 2, ou est-ce que c'est la voiture qui est responsable? Et ça, c'est tout l'art maintenant du développement que doivent faire les constructeurs sur les interfaces entre l'homme et la machine, de façon à ce que cette répartition des rôles soit parfaitement clarifiée. Voilà. Alors allons-y jusqu'au bout. Guillaume Muster, est-ce que vous imaginez que la voiture de niveau 5 puisse être un remède
contre la violence routière. Voilà. Est-ce qu'on peut arriver à un moment à un risque zéro parce que nos voitures autonomes seront capables de tout faire toutes seules et finalement de se sécuriser entre elles, parce que c'est ça, elles se mettent en réseau entre elles. Alors, c'est pas ce qu'on appelle le platooning, hein, parce que le platooning, c'est lorsque les camions restent les uns derrière les autres. Ouais. Et alors, ce que je voudrais quand même dire, c'est que sur certaines voies, comme les voies à chaussée séparées, vous avez certains véhicules bien connus, dimensionnés. Par contre, en ville, vous avez de très nombreux usagers. Et donc là, c'est encore une autre histoire. Guillaume Muster. Oui. Alors, juste pour dire qu'actuellement, il y a aussi, dans le thème du véhicule, il y a aussi ce qu'on appelle le véhicule connecté ou le véhicule coopératif. Donc, on a des expérimentations en France, dont Scoop par exemple. C'est l'idée finalement, c'est l'infrastructure qui va relayer de l'information. Et cette infrastructure va vous dire attention, il y a des travaux, attention, il y a un embouteillage, attention, il y a un bouchon. Et cette information va circuler par des systèmes de type ce que me Wi-Fi. fait Waze aujourd'hui de manière collaborative. Tout à fait, mais là, c'est la puissance publique qui donne l'information, c'est l'exploitant, ce n'est pas une société privée. Donc ça paraît très très important de le rappeler, qu'à un moment donné, la puissance publique puisse reprendre la main en cas de crise grave. Donc là, c'est toutes les problématiques de ce qu'on appelle le G5. Voilà, c'est une espèce de Wi-Fi qui permet de donner un certain nombre d'informations. Alors, la question sur le niveau 5. Oui, est-ce que niveau 5, zéro risque? Je dois signer où? Alors, on est dans un institut de recherche qui s'occupe de sécurité. Écoutez, non, je ne signe pas de signer en bas du contrat. Non, j'espère vivre très vieux pour le voir. Actuellement, je pense que l'homme est quand même quelque chose, ou la femme d'ailleurs, est un système qui a beaucoup de capteurs qui sont quand même relativement au point, en dehors du fait de quand on boit un peu d'alcool ou qu'on utilise des drogues, mais on a quand même un système de capteurs qui est relativement performant, avec un cerveau aussi qui est capable d'analyser ça en quelques millisecondes. Donc, je pense que l'intelligence artificielle, elle a encore un petit peu de chemin à faire avant de pouvoir remplacer complètement l'être humain. Donc j'ai plutôt confiance. C'est une position, si j'ose dire, de principe presque morale, ou c'est une position d'observateur de la technologie et de son évolution? On entend bien votre souhait, en gros, que l'homme ne perde pas la main. Oui. Ça, je l'ai bien entendu. Ma question, c'est est-ce qu'on va malgré tout aller, et ça c'est à l'expert, vers des voitures de plus en plus autonomes? Et est-ce qu'elle limite le risque? Oui, on va y aller. On y va déjà effectivement sur ce qu'on appelle les STPA, c'est-à-dire les systèmes de transport public autonomes, mais sur des lignes fixes, sur des parcours connus. Donc là, effectivement, au bout d'un certain temps, on apprend à connaître ce parcours. Par contre, faut quand même rappeler que nous, êtres humains, on passe un permis de conduire. On acquiert des compétences, on acquiert de l'expérience. Et donc ça, c'est tout ce qui se passe actuellement sur tous les véhicules autonomes qui, aux États-Unis, font des millions et des millions de kilomètres. Et par contre, tout ce qui est justement système d'aide à la conduite, à un moment, vous vous laissez conduire et vous perdez des compétences. Et là, à ce moment-là, donc, c'est important, au moment où vous devez reprendre, donc on a fait des... Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment, vous dites que l'homme va désapprendre. Alors, Anne pourra compléter, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des simulations sur les simulateurs de conduite à Liftstar qui ont montré, finalement, on mettait en mode autonome et à un moment donné, on demandait à la personne de reprendre la main, ça prend quelques secondes. Alors, je voudrais dire que là, c'est pas perdre des compétences, mais il faut acquérir de nouvelles compétences. C'est-à-dire que tant qu'on a des phases de conduite manuelle assez importantes, comme c'est le cas quand on va arriver dans le niveau 3 et 4, où on pourra avoir des délégations que sur des domaines très précis, des domaines opérationnels. Finalement, les compétences qu'on a sur l'autoroute ne sont pas les compétences les plus importantes. Mais lorsqu'il s'agit du niveau 3 et qu'il faut reprendre la main lorsque le véhicule le demande parce qu'il n'est plus capable d'assurer la conduite autonome, effectivement, c'est acquérir de nouvelles compétences. Donc là, oui, on a quelque chose à faire pour l'acquisition de ces nouvelles compétences. Là, on retrouve de la formation, là, on retrouve... Voilà, tout à fait. Vous vouliez réagir, Martin Richer, puis ensuite, je passe la parole à Georges Amar. Oui, effectivement, moi, je voulais dire en deux mots qu'il y a des innovations
qui sont extrêmement visibles. La voiture autonome est un excellent exemple. La voiture autonome, on la voit, on peut la figurer, on fait des débats dessus. Le mort Tesla a fait couler plus d'encre que tous les autres morts du travail ou des accidents de trajet. Mais il y a un deuxième type d'innovation beaucoup plus souterrain, beaucoup plus continu, qui se voit moins, dont on parle moins, parce que justement, il est plus discret. À mon avis, on le sous-estime, mais il peut avoir des effets extrêmement puissants. Alors, par exemple, en matière de prospective du travail, un des points qui nous intéresse beaucoup, c'est ce qu'on appelle la plateformisation. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot barbare? Ça veut dire que le travail se distribue de plus en plus, y compris à l'échelle internationale, par le biais de plateformes électroniques, des places de marché, des endroits où on échange l'offre, où se rencontrent l'offre et la demande de travail. Un des points fondamentaux qui explique l'évolution du travail depuis 2 siècles, c'est la notion de fragmentation. Le travail se fragmente en unités de tâches de plus en plus petites qui s'organisent et qui se distribuent à l'échelle internationale. On l'a vu dans l'automobile avec les sous-traitants de rang 1 qui eux-mêmes distribuent du travail aux sous-traitants de rang 2. Même chose dans l'aéronautique, etc. On le voit également maintenant dans le tertiaire. Alors ça, qu'est-ce que ça peut avoir comme implication sur le risque routier? Il est absolument considérable parce que il y a évidemment des menaces dans ce type d'organisation, notamment que le travail autour des plateformes est quelque chose que notre droit social et notre protection sociale sait très mal accueillir, c'est très mal englobé. Donc on a un risque majeur sur le plan social, mais on a aussi des opportunités. Et une des opportunités, me semble-t-il, elle porte sur les risques de trajet parce que finalement cette évolution, qui est une évolution de fond, redonnent leur chance aux indépendants, aux TPE qui peuvent s'organiser en réseau et concurrencer de façon beaucoup plus efficace que dans le paradigme précédent la grande entreprise verticalisée, très forte, qui domine les parts de marché. Et cette opposition entre l'entreprise qu'on qualifie souvent de fordiste, qui est là avec son antériorité, avec sa capacité à limiter la concurrence, de plus en plus donc concurrencée par ceux qu'ils appellent les barbares, c'est-à-dire des concurrents qu'on n'a pas forcément vu venir, qui sont des petites entités qui travaillent, elles, avec leur écosystème, qui travaillent en réseau. Ça redonne la chance aux petites entités qui peuvent être extrêmement agiles et du coup, ça peut amener la répartition spatiale du travail à être beaucoup plus proche de la répartition humaine des habitants. Et donc d'éviter moins de trajets. Exactement, d'éviter beaucoup de trajets qui peuvent être des trajets domicile-travail ou des trajets domicile-client, etc. Donc c'est aussi une chance absolument considérable si on arrive à le domestiquer, cette innovation, si on arrive à la domestiquer, c'est une chance considérable. Georges Amar, est-ce qu'il y a ou pas une marche arrière? Ou est-ce que ce qu'on est en train de décrire là, avec l'incertitude qu'on mesure, voilà, c'est finalement l'avenir tel qu'il se dessine? C'est drôle que vous me posiez, moi qui m'occupe de prospective, que vous me parlez de marche arrière. Oui, enfin, vous m'autoriserez la formule de la spirale qui est plus... Bon. Je voudrais d'abord revenir un peu sur... Je reviendrai à la question, parce que ça m'intéresse beaucoup. C'était, au fond, la question du progrès aussi. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Je reviendrai bien à partir de l'espèce d'ambivalence que vous avez assez malicieusement, en quelque sorte, insisté, à savoir est-ce que les automatismes, les technologies sont à la fois permettent de nouvelles réductions de risques et nous font prendre des risques aussi. Bon. Ça m'intéresse cette question-là parce que là où il y a ambivalence, ça peut parfois signifier quelque chose de très intéressant en matière de prospective, et moi-même je pratique la prospective un peu comme monsieur, c'est-à-dire comme déchiffrement des changements de paradigme. C'est ça qui est intéressant. Il y a des changements de paradigme, il faut les voir et en voir les potentialités. Et parfois les paradoxes, les oxymores et autres sont un indice intéressant. Et là, je pense qu'on peut interpréter cette question-là, qui a d'ailleurs été très bien traitée par cette gradation, mais comme étant une manière de nous appeler à réfléchir sur, d'abord, tout simplement, le concept de conduite. Qu'est-ce que conduire? Voilà. On ne peut pas en rester, nettement, à conduire ou ne pas conduire. Comme on disait autrefois dans la sécurité routière, boire ou conduire. Il faut choisir, en quelque sorte. Visiblement, nous n'en sommes plus exactement à la question conduire ou ne pas conduire, enfin, en blanc ou noir.
On a déjà passé ça. Alors, simplement, si on regarde ça vraiment sur le fond conceptuel, si je peux dire, on peut l'aborder comme vous le faisiez, comme conduire plus ou moins, en quelque sorte. Degré 1, degré jusqu'au degré 5, qui serait le 5, c'est ne pas conduire du tout. Le 1, c'est conduire complètement ou presque. Et il y aurait des gradations. En fait, c'est conduire et superviser. Oui. Et ce que je veux dire, c'est que c'est très important de comprendre que ce n'est pas qu'une gradation. C'est qu'à un moment donné, il y a vraiment une rupture. C'est-à-dire qu'on conduit, on supervise, et après, quand on passe du niveau 2 ou du niveau 3, là, il y a une vraie rupture. Oui, voilà. Oui. Ça, c'est vraiment très important à comprendre. Oui, non, mais vous l'avez très bien expliqué, d'ailleurs. Donc, il y a à la fois, cette gradation est une gradation avec des marches d'escalier, avec des discontinuités, bien entendu. Ce qu'on pourrait simplement, et d'ailleurs, ça a déjà été dit, je ne le fais que réinterpréter, au fond. Un travail de prospective, souvent, c'est de réinterpréter et d'essayer de bien pointer les changements paradigmatiques profonds. Il y a donc cette gradation-là, comme vous l'expliquez. Il y a également de s'interroger sur ce qui a déjà été dit. Dans le conduire ou ne pas conduire, il faut désormais incorporer cette notion de la vigilance ou de l'attention. On sait très bien que la question de l'attention ou de la distraction de l'attention est une des questions très importantes aujourd'hui que les nouvelles technologies... Les distracteurs de conduite, oui, on en parlait ce matin. Oui, alors, et donc cette question de l'attention est intéressante. Alors, je pensais en écoutant notre discussion que si on avait un historien de l'automobile, peut-être qu'il aurait pu nous dire comment ça s'est passé lorsque la radio est arrivée dans l'automobile. Ça fait déjà assez longtemps, mais j'imagine qu'à l'époque, on a dû s'inquiéter, à peut-être juste titre, de la distraction que la musique ou la radio pouvait apporter au conducteur. Donc, on a pu déjà connaître ça. Ce que je dirais simplement pour aborder par ce sujet-là, à mon avis, si on veut regarder, faire de l'anticipation, il faudrait de mieux en mieux étudier qu'est-ce que conduire. Et qu'est-ce qui alors, quand je le dis, c'est aussi en termes scientifiques. Il y a déjà beaucoup de travaux de neurosciences. Étudions le cerveau du conducteur. Étudions la multi-activité. Est-ce qu'on peut conduire et faire autre chose en même temps? Voilà, ça, c'est un sujet de Visiblement, on le fait d'ailleurs. On le fait, mais ce n'est pas simple. Anne-Guillaume me disait tout à l'heure, c'est un des vrais problèmes. Quelles sont les gestions de cette multi-activité? Il y a des choses qu'on peut faire en parallèle et pas, etc. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la question de la conduite elle-même, comme état d'esprit, comme dispositif mental, est aujourd'hui une des questions nouvelles. En train de s'enrichir, et les différents dispositifs technologiques nous amènent à regarder la conduite autrement. Donc, c'est le premier élément de travail conceptuel. Mais allez-y si vous voulez dire un mot. Non, je voulais juste dire que, en fait, la conduite est essentiellement une tâche visio-manuelle, et qu'à partir du moment où vous entrez en compétition sur la même modalité sensorielle, c'est-à-dire visio-manuelle, vous allez avoir des conséquences très importantes. Quand vous écoutez la radio, vous êtes sur une tâche auditive. Et donc, vous n'êtes plus sur la même modalité sensorielle. Et à partir de là, la compétition est beaucoup, beaucoup moins importante. Voilà. Même si, pardon, juste d'un mot, même si j'écoute Laurent Gérard le matin et qui me fait hurler de rire. Même si vous êtes passionné, je mets en ma fait, voiture à un en danger, moment donné, voilà. vous allez voir que s'il y a un événement critique, vous n'allez plus entendre ce qu'il dit. Et votre attention va se refocaliser sur la conduite. D'accord. Oui, mais je ne dis pas ça pour atténuer les risques. Je pense qu'il bien sûr qu'il y a des risques et des différences, mais aujourd'hui, le travail de conduite, disons, aujourd'hui, je pense que c'est une des dimensions dans lesquelles, j'en parle parce qu'on a beaucoup travaillé dans mon domaine, étudier un peu le cerveau dans la mobilité, disons. Il y a beaucoup de travaux de recherche extrêmement intéressants. Le cerveau n'est pas le même quand on marche, quand on court, quand on fait du vélo, etc. Et même, on peut penser à des états méditatifs. Vous voyez, on médite dans la mobilité. La mobilité, c'est tout un tas de choses. Mais alors il ne faut pas s'endormir, par exemple. Est-ce qu'on pense quand on conduit? Est-ce qu'on réfléchit? Vous voyez, on pourrait vraiment approfondir, et pas uniquement pour l'automobile d'ailleurs, l'étude de l'état mobile comme un état tout à fait riche, dans lequel il faut être à la fois vigilant, à la fois distrait. Enfin, on peut être distrait dans le bus, qui est une chose merveilleuse d'ailleurs. Un des grands avantages du transport public, c'est qu'on peut être parfaitement rêveur, n'est-ce pas? Mais en tout cas, étudier de plus en plus l'état mental de la conduite et des différents états de la mobilité m'a l'air aujourd'hui une chose très importante, puisque nous entrons dans l'âge de la mobilité. Donc il n'y a pas de marche arrière, c'est bien le chemin vers l'avant. Vous n'avez pas répondu à ma question, mais j'imagine que c'est votre réponse, comme dirait Georges Marchais. Vous dites parfois, oui. Georges Amar, vous dites, ce qui s'impose, c'est la rentabilité du temps. Et ce que j'ai beaucoup entendu ce matin dans les discussions, c'est, pour certains, le temps passé sur la route, c'est du temps perdu.
Est-ce que ça, pour le coup, ça vous inspire et ça vous permet d'anticiper des choses, de voir ce qui va venir derrière? Non, mais on a changé. Bon, globalement, on est en train de rentrer dans une nouvelle âge de la mobilité, où justement on n'en est plus là. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, dans la vision traditionnelle, celle de l'unité de lieu, j'ai bien aimé l'art poétique de Boileau. Bien sûr, nous sommes passés d'une conception, elle n'est pas encore terminée entièrement, bien sûr, comme toujours. Hein. Quand on est prospectiviste, on a toujours tendance à voir les choses un peu comme si c'était déjà passé. Mais nous, en gros, quand même, le système de conception dans lequel nous sommes, c'est un système du transport dans lequel le transport est du temps perdu. D'où la dominante de la vitesse. Hein. Si la vitesse s'est imposée comme critère dominant, c'est parce que, au fond, le temps, traditionnellement, le temps de transport est un temps perdu. Et si je téléphone sur la route, c'est parce que je vais en profiter pour passer des coups de fil à mes clients, à mon patron, mais ça, etc. on entre dans le nouveau paradigme, au fond, dans lequel la mobilité, c'est pas le transport. C'est ça la différence. Le transport, c'est du temps perdu, et donc il faut le réduire. La mobilité, c'est pas le transport. La mobilité, c'est la vie quotidienne. Nous sommes mobiles en permanence. Vous voyez, c'est complètement différent. Et donc aujourd'hui, la mobilité, nous sommes dans cet état de mobilité. On travaille dans la mobilité de toutes les manières, que ce soit dans les tiers-lieux, dans les trains, etc. On s'amuse dans la mobilité, on rêve dans la mobilité, on dort dans la mobilité. La mobilité est notre nouvel état. C'est complètement différent du transport. Le transport, c'est un système qui fait l'hypothèse que la vraie vie est dans des lieux fixes et que le transport, c'est une perte de temps ou une exception et qui dure en moyenne 1 heure par jour, statistiquement, ou à peu près. Hein. Nous avons complètement changé. Et ce changement, il est déjà tout à fait là, mais on n'a pas encore pris la mesure. Et donc, il va falloir avoir des dispositifs attentionnels dans la mobilité. On les a déjà, d'ailleurs. Hein. On n'est pas encore habitué. Donc, on croit qu'il faut choisir entre boire et conduire, si je peux dire, entre être attentif et être pas vigilant. À mon avis, la mobilité nous amène à réfléchir à toute une gamme tout à fait nouvelle d'états corporels, d'états mentaux, dans lesquels ça va se redistribuer. Je ne dis pas que ça va réduire les risques, hein. Il y aura des nouveaux risques, évidemment. Mais si on a à faire un travail d'anticipation et de recherche, c'est d'étudier de plus en plus qu'est-ce que c'est que ce nouveau monde de la mobilité dans lequel et notre corps et notre esprit sont en train de se réorganiser. Très bien, vous m'avez transporté. Martin Richer, comment on surfe cette vague-là en termes d'organisation du travail pour le coup? Vous avez tracé quelques lignes tout à l'heure, mais vous m'avez dit télétravail, vous m'avez dit visioconférence, vous m'avez dit tiers-lieu, vous m'avez dit etc. Mais il va quand même rester. Je pense à une question, vous n'étiez pas forcément tous là pour l'atelier précédent, mais il y a une question d'une dame qui appartient à l'entreprise Thirier, je crois que vous êtes là-bas, et qui disait comment je fais avec mes commerciaux qui sont obligés d'être sur la route et qui sont payés au résultat. Voilà, eux, il faut bien que je trouve des solutions. Comment réduire leurs risques? Alors, effectivement... Vous voyez, j'ai fait rebondir votre question d'une table ronde à l'autre, enfin, d'un atelier à l'autre. Allez-y. Je crois qu'il faut se poser la question, effectivement, en termes très pragmatiques, de leviers. Quels sont les leviers sur lesquels on peut agir? Alors, le premier acteur auquel on pense spontanément, c'est effectivement, et c'est reflété dans la question que vous mentionniez, les entreprises. Les entreprises peuvent faire beaucoup. Et aujourd'hui, force est de constater qu'elles n'en font pas toujours assez. Alors, exemple, un levier absolument merveilleux, c'est le télétravail. Pourquoi est-ce que c'est merveilleux? Moi, j'ai eu l'occasion de travailler... Y compris pour un commercial? Alors, on va y venir. D'accord. J'ai eu l'occasion de travailler sur la thématique de la qualité de vie au travail, où on essaye de trouver des solutions gagnant-gagnantes, comme on dit en Charente-Poitou, c'est-à-dire où vous faites gagner l'entreprise et vous faites gagner les salariés. Bon, ben, le télétravail est typiquement dans cette famille-là. L'impact du télétravail est maintenant assez bien connu. Hein, vous faites diminuer vos coûts immobiliers en moyenne de 30%, et vous faites augmenter la productivité de 13%. Vous faites diminuer le stress. Vous faites augmenter la productivité de 13%. Absolument. Parce que les gens sont plus à ce qu'ils font. Les gens sont obligés d'organiser, vous voyez, plutôt que de subir le travail par les flux qui arrivent, les SMS, les mails, donc ils sont plus performants. Voilà, exactement, parce qu'ils organisent leur travail. Et moins en risque routier. Exactement. Dès qu'on se met à organiser le travail, on est plus performant, on est plus malin, on est plus agile et on est plus en hiérarchisation des tâches qu'on a à faire. Donc le télétravail est un magnifique exemple. Or, on peut dire que jusqu'à 2017, la France était extrêmement en retard sur les autres pays, notamment les autres pays européens.
notamment parce qu'on est un peu engoncé dans une culture managériale un peu archaïque où le chef, qu'est-ce qu'il fait? Il doit savoir cheffer, et pour cheffer, il faut qu'il ait ses troupes autour à portée d'engueulade, comme on dit. Bon, on aura besoin encore de quelques années pour sortir de cette culture, on y vient, on y arrive. Et aujourd'hui, ça va extrêmement vite. Depuis qu'avec la loi El Khomri, puis les ordonnances travail, on a donné un cadre juridique un peu moins stupide à cette affaire de télétravail, donc un peu plus rationnel. Le télétravail monte en flèche. C'est aujourd'hui un objet de dialogue social absolument merveilleux. Un des sujets de dialogue sociaux majeurs en 2018, ça aura été la mise en œuvre du télétravail. Donc, tout le monde a y gagné. Voilà un levier majeur. Le levier des tiers-lieux, j'en ai parlé, j'y reviens pas. Le levier des plans de déplacement d'entreprise qu'on essaye de transformer maintenant en plan de déplacement de bassin d'emploi, c'est-à-dire en incitant les entreprises qui sont sur le même bassin à se mettre ensemble et à mutualiser leurs efforts. Par exemple, si on fait du covoiturage, pourquoi pas le faire avec la dizaine d'entreprises qui sont autour de nous. Donc, il y a beaucoup de leviers comme ça qui sont à la main des entreprises et qu'elles n'actionnent pas toujours suffisamment. Et pour terminer, une deuxième catégorie, là, dont on a moins parlé aujourd'hui, qui sont les politiques publiques. Ça, c'est majeur, notamment ce qu'on appelle avec le grand mot de Smart City, la ville intelligente. Les pouvoirs publics essayent d'organiser ce que sera la ville demain, alors qu'on sait que l'urbanisation va continuer à galoper dans les années qui viennent. Là aussi, il y a eu beaucoup d'exercices de prospective qui ont été réalisés autour de la ville intelligente, avec beaucoup de contradictions. On a toujours du mal... je ne sais plus qui disait, quand vous avez 3 économistes et que vous leur posez une question, vous avez 3 réponses, sauf quand Keynes fait partie des 3, auquel cas vous avez 4 réponses. Avec les prospectivistes, c'est pareil, on a toujours du mal à discerner, parce que les prospectivistes, ils ne font que de faire des scénarios finalement. Ils essayent de trouver des cohérences dans ce qui bouge. Mais autour de la Smart City, il y a quand même 2-3 choses sur lesquelles à peu près tout le monde est d'accord. C'est d'abord l'économie d'énergie, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais ça va être un driver absolument fondamental et il n'y a pas besoin d'avoir occupé tous les ronds-points pour le savoir. La contrainte énergétique va peser de plus en plus sur les choix d'organisation du travail. Donc ça va encourager à limiter les kilomètres. Donc la ville intelligente, elle sera économe des ressources. Et puis deuxième chose, elle sera hybride. C'est-à-dire qu'on va arrêter cette politique stupide qu'on a menée pendant des années, où on fait des endroits où on travaille, des endroits où on habite, des endroits où on a des loisirs. La ville de demain, qui en partie est déjà celle d'aujourd'hui, puisque ça commence à venir depuis quelques années, la ville de demain, c'est une ville hybride au sens où elle essaye d'englober et de tirer des synergies entre les diverses activités humaines. Et ça, c'est en termes de qualité de vie un progrès qui me semble absolument considérable. Est-ce qu'on peut imaginer une entreprise qui ne ferait que du télétravail? Ça existe déjà. Il y a certaines startups qui ne travaillent que comme ça, y compris à l'échelle internationale. Donc 0 voiture, en plusieurs langues. Voilà. Absolument, 0 voiture, beaucoup de coups de téléphone et de temps en temps, quand même, 1-2 fois par an. L'homme est un animal social et c'est tant mieux. On se rend compte parce qu'il faut bien pouvoir échanger des plaisanteries salaces, se taper sur l'épaule et mieux se connaître. Et pour se connaître, on ne peut pas simplement s'échanger des mails et des coups de téléphone. Mais effectivement, vous avez maintenant des organisations qui se créent là-dessus, y compris surtout dans les domaines professionnels qui sont presque complètement numérisés. Par exemple, le domaine du droit, vous avez des cabinets d'avocats qui quand même vont plaider, mais pour lesquels le travail en amont est fait de plus en plus avec des outils électroniques, en réseau, etc. Même chose dans les métiers de la comptabilité, où vous voyez le travail du comptable qui ne voit son client qu'une fois par an maintenant pour lui rendre compte du bilan, du compte de résultats et de ce qu'on peut en tirer comme enseignement. Le client pour transmettre ses originaux de notes de frais. Exactement, donc les métiers se transforment. Georges Amar, allez-y. Pour compléter un peu, j'ai trouvé très juste le mot que vous utilisez, hybride. Mais simplement, il faut le voir de manière un peu plus encore complète, si je peux dire, enfin plus forte. Par exemple, le mot télétravail, moi je le trouve pas suffisamment intéressant, parce que télétravail, en quelque sorte, au lieu de travailler au bureau, on travaille à la maison, disons. Bon, c'est une espèce de substitution. Bon, c'est déjà très intéressant, ça offre beaucoup de possibilités nouvelles. Mais à mon avis, ce qui est en train de se passer, c'est, je préférerais appeler ça le travail mobile, disons. Enfin, parce qu'on peut travailler à la maison, on peut travailler dans le train, on peut travailler au bistrot, où on peut faire autre chose que travailler. C'est-à-dire la mobilité, cette hybridation, et notamment l'hybridation du travail et de la mobilité, parce qu'au fond, c'est ça qui est en train de se passer. La mobilité, ça ne s'hybride avec rien.
la mobilité à l'ancienne. C'est soit je travaille, soit je suis dans le train, disons, ou je fais autre chose. Désormais, travailler et bouger ne sont plus deux activités forcément séparées. Alors, ce croisement du bouger et du travailler, disons, hein, cette hybridation, à mon avis, non seulement ça peut produire des tas de solutions extrêmement variées, mais ça peut aussi, y compris, transformer la notion de travail. C'est pas nécessairement, on ne travaille pas forcément de la même façon si on travaille au Starbucks ou si on travaille au bureau ou si on travaille dans sa voiture autonome. La voiture autonome, enfin bon, on va pas, c'est un sujet de fantasme éternel, mais peu importe. Mais comme fantasme, Guillaume Muster n'y croit pas. Mais moi non plus, mais c'est un bon fantasme parce qu'il nous fait penser. Parfois, la voiture autonome, moi je trouve que c'est un bon opérateur mental, si on peut dire ça de manière un peu prétentieuse. Hein. Ça nous fait réfléchir. Ça nous fait réfléchir à il y a un de mes petits concepts paradoxaux que j'aime bien, c'est l'idée qu'on va voir apparaître désormais des lieux mobiles, ce qui en principe ne veut rien dire, hein, parce que le lieu et le mobile, en principe, c'est exactement l'inverse. Eh bien, la voiture autonome déjà nous fait penser que entre lieu et mouvement, l'opposition n'est plus si radicale. Il va y avoir des lieux mobiles. On a déjà des food trucks, enfin des trucs comme ça, vous voyez, des disco-bus, etc. Donc c'est un peu anecdotique tout ça. Mais de plus en plus, la distinction entre être dans un lieu et bouger, cette distinction-là, au point de vue du travail, il y a un truc qui m'amuse toujours, c'est les gens qui ont des bureaux dans lesquels on peut marcher et même courir. Donc vous avez un truc en dessous, là, comme dans les salles de sport. Hein. Vous travaillez et vous faites du sport en même temps. Bon, c'est une forme peut-être d'exercice physique, etc. Mais vous voyez, les hybridations qui sont en train de se produire vont être beaucoup plus fortes que ce qu'on croit. Un peu comme l'imprimante 3D. Il va y avoir beaucoup ces hybridations sont des altérations des identités des choses. Vous voyez, de même qu'un smartphone n'est pas du tout un téléphone, travailler ne sera pas travailler au sens ancien en tout cas. On est en une époque extrêmement intéressante et troublante dans laquelle les choses ne sont plus ce qu'elles sont. Et ça, c'est très intéressant. Tout bouge, si je peux dire, pas seulement nos corps, mais les identités de nos activités sont en train de bouger. Et c'est un moment extrêmement intéressant d'innovation. Et il faut non pas faire de la prospective de scénario, bien sûr, mais commencer à forger des concepts. Le travail de prospective, ce n'est pas les scénarios, c'est d'essayer de trouver des vocabulaires et des concepts qui nous aident un peu à voir ce qui se passe. Bon, donc je lance celui-là, le lieu mobile, qui en principe ne veut rien dire, pour se dire, il faut penser ça. Si on veut penser le travail, il faut penser le travail dans des lieux mobiles. Qui veut dire, je ne sais pas exactement quoi. Hein, c'est un concept assez ouvert. On peut avoir des métaphores, des images, mais ça nous ouvre l'esprit. Qu'en dit l'assureur, qu'en dit M. Grassavoie ? Je reviens, je suis un peu terre à terre, hein, donc, pardon. Non, mais j'avais pas été aussi loin dans la réflexion, mais c'est intéressant. Disons que d'un point de vue du monde de l'assurance, qui réfléchit beaucoup à ces histoires de véhicules autonomes, et pour cause, parce que un véhicule pleinement, enfin, imaginons un parc de véhicules à 100% autonomes d'ici 30 ou 40 ans, ça serait tout à coup 90 ou 80% du montant des primes d'assurance qui serait réduite à zéro. Voilà. Donc ça, c'est un vrai facteur de réflexion. Là, vous m'ouvrez des perspectives. Ça, c'est un vrai facteur de réflexion et de transformation du monde de l'assurance, parce que, hein, comme je l'ai dit, on ne passe pas du premier secteur vecteur de chiffre d'affaires en assurance à zéro sans réfléchir et sans anticiper l'avenir. Donc, ma conviction, c'est que le véhicule autonome arrivera d'ici 25 ou 30 ans, parce qu'on est sur un chemin qui, moi je pense qu'il est un peu trop tard, c'est-à-dire que autant l'homme a cette capacité, comme vous le disiez monsieur, de généraliser les situations et d'être aujourd'hui en amont de ce que peut faire un véhicule autonome, autant le fait de tout mettre, de construire toutes les situations sous forme d'algorithmes et d'intégrer tous ces cas de conduite qui nous environnent va forcément se produire parce que voilà, la technologie est en marche. Donc ça, c'est ce que vous avez anticipé, en tout cas moi, je ne peux pas l'anticiper personnellement. Mais voilà, dans le monde de l'assurance, c'est sur ces scénarios-là que vous travaillez. Juste un mot, je trouve que vous avez bien raison de non pas vous inquiéter, mais de réfléchir. Simplement, le véhicule autonome ne sera pas un véhicule. Il vaut mieux se dire ça. Parce que véhicule, c'est un truc qui sert pour aller quelque part. C'est ça un véhicule. C'est un moyen de se déplacer. Le véhicule autonome, il sera... Vous voyez, moi je prends toujours la métaphore du smartphone. Le smartphone qu'on a. Bon, le smartphone, ce qui est extraordinaire avec le smartphone, c'est que ce n'est pas un téléphone. Pas du tout un téléphone.
Ce n'est pas un téléphone amélioré, ni innovant. Ce n'est pas du tout un téléphone, on peut quand même téléphoner avec. Vous voyez, donc la voiture autonome, quel que soit son nom, on pourra peut-être se déplacer avec, hein, mais elle aura autant de rapport avec la voiture que le smartphone avec un téléphone. Il vaut mieux au moins, quand on fait de la prospective, se donner ce genre de perturbation. Ça ouvre le scénario. Anne-Guillaume, allez-y. Oui, je voulais revenir justement sur, et puis on prend vos questions sur après. cette notion de lieu mobile. Je dis dans le même cadre, il faut penser à chaîne de sécurité, comme on dit chaîne du froid, parce que je n'ai jamais vu un conducteur qui ne soit pas aussi piéton, ni un cycliste, enfin il y en a qui ne sont pas conducteurs, mais la plupart des cyclistes sont aussi des conducteurs et des piétons. Et donc je pense que effectivement on va avoir un vrai changement de paradigme dans la sécurité routière, mais il faut bien penser à la sécurité en intermodalité et à cette chaîne de sécurité pour tous les acteurs qui sont sur la voie publique. Oui, d'autant que ce qu'on comprend, c'est qu'on va avoir plusieurs modes de transport, voilà, sur les un uns même derrière chemin, les autres, à partir du moment où domicile-travail. on a un lieu mobile. Ouais. Allez-y, je pense que ça marche si vous insistez. Juste pour compléter, la mission Transport intelligent du ministère de la Transition écologique et solidaire a lancé un atelier prospectif. Et je pense que Georges, on va t'inviter. Ça s'appelle la vie robot mobile. Voilà, c'est finalement l'idée de se projeter dans un avenir lointain où l'ensemble des véhicules seront autonomes, que ce soit pour les passagers, mais également pour la marchandise. Donc, quels seront les impacts sur la société, sur nos modes de vie, sur l'aménagement des villes, etc., etc. Donc, Georges, je t'invite. Vous pourrez inclure la sécurité routière. Pardon ? Vous pourrez inclure la sécurité routière. Évidemment, comme sécurité routière, mais on nous dit qu'il y aura 0 accident, hein, je vous rappelle. Martin Hecher, et puis allez-y, vos questions, il y a des micros dans la salle, évidemment, vous levez la main, ils viennent vers vous naturellement, pas de manière autonome en revanche, de manière bien plus agréable. Juste un mot très rapide sur une technologie dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, mais qui elle aussi aura son rôle à jouer, c'est l'intelligence artificielle. Et notamment l'intelligence artificielle couplée au big data, les données massives, qui permettent d'analyser un grand nombre de données, donc par exemple un grand nombre de données de trajets, et donc de permettre d'en tirer des leçons pour optimiser le fonctionnement d'une flotte de véhicules, etc. On peut aussi y trouver des utilisations vis-à-vis des urbanistes qui essayent justement d'organiser cette Smart City en essayant de comprendre à partir du moment où on a quelques schémas de déplacement des populations, où les transports publics doivent être mis, à quelle fréquence, etc. Donc là aussi, il y a beaucoup à gagner dans ce levier technologique. On prend vos questions. Allez-y, madame. Oui, bonjour. Nathalie Da Silva, Société Honnête, 71 000 salariés en France. Je voulais témoigner auprès de Madame Guillaume, car nous travaillons beaucoup avec Renault, et d'où l'importance de la prise en main des véhicules. On parlait ce matin de l'autorisation à la conduite via le permis, mais on a mis en place des formations pour utiliser les équipements des véhicules, car on a fait tout un travail sur les équipements de véhicules, des flottes, et aussi bien des VP que des VU. Mais il fallait aussi savoir les utiliser. Donc former aux nouvelles technologies. On a demandé à Renault, oui, lors de la prise en main des véhicules pour tous les salariés, de passer bien un bon quart d'heure pour la prise en main du véhicule. Et je tiens à insister sur ce point-là, car on s'est aperçu lors des audits que ne serait-ce qu'utiliser la pédale de freinage, les salariés étaient surpris que la pédale vibre quand on en était là, et lâcher la pédale alors qu'il n'y a rien qui fonctionne si on n'appuie pas à fond, hein, Madame Guillaume, on en avait parlé. Donc voilà, merci aux constructeurs de prendre le temps, vraiment le temps, sur la prise en main du véhicule. Oui, ça signale la nécessité du temps de formation, là, même si c'est un quart d'heure. Peut-être vous voulez commenter, rebondir ? Je pense que c'est extrêmement important. Effectivement, comme je vous le disais, il y a une technologie qui avance assez vite. La plupart des personnes qui conduisent ne sont pas forcément à la pointe de toutes ces technologies. Et c'est très important de leur expliquer le potentiel de leur voiture et donc de faire une mise en main lorsqu'on prend un véhicule maintenant avec toutes ces nouvelles technologies où, en fait, ça va leur rendre de grands services.
mais il faut qu'ils connaissent bien, ce que je vous disais au départ, qu'ils connaissent bien, qu'ils ne surinvestissent pas, mais qu'ils sachent bien exactement ce que font les systèmes. Allez-y, d'autres questions? J'ai 2 questions là-bas. Oui, bonjour. David Bidot, je suis policier préventeur à la préfecture de police de Paris. J'avais une question et une réflexion en même temps sur le véhicule autonome. Donc, j'entendais que certains étaient sceptiques sur l'évolution technologique et notamment sur l'autonomie. Nous, on a constaté en enquête accident qu'il y avait quand même une grande responsabilité du conducteur. Et je trouve assez toujours rigolo d'entendre que la technologie ne faciliterait pas notre vie, puisque vu que l'humain détermine majoritairement l'accident, la technologie pourrait justement limiter l'accident, première chose. Et du coup, si on arrive à l'autonomie complète, là la question sera plus vers l'assurance et Madame de chez Renault, qui engagera sa responsabilité du coup? Puisque là, du coup, l'humain ne sera plus acteur du système. Sur le sujet de la responsabilité, il y a plusieurs acteurs qui peuvent être mis en jeu. Le constructeur, parce qu'il équipe effectivement le véhicule d'un système d'autonomie. On peut avoir l'équipementier qui a fourni le logiciel, et on peut avoir également le conducteur parce qu'il n'aura pas à un instant T mis à jour ce fameux logiciel pour le rendre efficace. Donc je dirais qu'aujourd'hui, cette question-là, elle est source de beaucoup de réflexions juridiques dans le monde de l'assurance, et il n'y a pas encore de réponse formelle qui est donnée. Mais effectivement, vous avez, je pense, posé une très bonne question. Mais par ailleurs, on n'a pas dit que ce n'était pas un progrès, hein, monsieur. C'est peut-être mon questionnement qui a teinté négativement la discussion. Je m'en veux un peu. J'étais interrogatif sur le fait qu'il y avait des sceptiques parmi ces messieurs. Et donc, je vous disais, nous, à l'origine, nos policiers, dans notre service, on faisait enquête accident. On s'était aperçu que c'est l'homme déterminé quand même majoritairement l'accident, lié à une faute humaine. Donc, alors, pour vous, moins d'hommes, c'est forcément moins d'accidents? Je m'interrogeais sur cette réflexion. Voilà, tout simplement. Guillaume Mystère. Oui, enfin, je ne suis pas sceptique, je suis prudent. C'est pas pareil. Non, mais je pense que le véhicule autonome va bien fonctionner sur certains cas d'usage, sur des autoroutes bien balisées, avec bien tout droit. Enfin, comme aux États-Unis, je veux dire, il fait toujours beau, vous avez des grandes avenues, vous avez des grands carrefours, ça se passe super bien. Mais véhicule autonome qui va partout au niveau 5, sur les petites routes de campagne, etc., non, je crois que... Donc dans des zones particulières, oui sur des sites, oui, en ville, pourquoi pas avec une chaussée intelligente, puisqu'on parle maintenant de chaussée intelligente. Allez-y. Il faut rappeler que dans 9 cas sur 10, l'accident de la circulation est dû à une erreur humaine. Donc de toute manière, l'équipement du véhicule en autonomie va améliorer sensiblement la sinistralité. Ça, c'est évident. Un petit mot. Moi, je ne suis pas du tout sceptique. Hein. Je pense que non seulement les voitures seront autonomes, pas tout, mais un délai, mais tout sera autonome. Les avions, il n'y a aucun doute que les avions... Ben oui, écoutez, quand on a vu Germanwings, vous vous rappelez l'avion qui a... Oui. Bon, ce jour-là... C'est un cas assez particulier, mais... Ben oui, mais c'est humain. C'est très humain. C'est une dépression... Ce jour-là, on a tous compris que l'avion sera automatique un jour. Oui. Ça, c'est clair. Bon. Les métros sont automatiques, ils le sont de plus en plus, etc. Bon, donc la question n'est pas là. La question, étant donné que la voiture sera automatique, à un horizon plus ou moins lointain, qu'est-ce que ça sera? C'est ça la question prospective. La question prospective n'est plus de savoir si ça sera oui ou non automatique. C'est étant donné que ça sera automatique, ça sera quoi? Ça ne sera pas une voiture. Je crois que vous... Voilà, allez-y madame. Oui, bonjour. Alors moi c'est Lucie Goupil de la société Masternaut. Et je voulais revenir un peu sur un point, parce qu'on parle beaucoup dans le futur, quand on n'aura plus besoin de conduire les véhicules. Mais en attendant, on a encore a priori au moins 20 bonnes années devant nous avec des humains au volant de ces véhicules. Et on sait qu'il y a une chose qui est difficile, c'est agir sur le comportement humain et travailler sur le changement et accompagner ce changement. On n'a pas vraiment parlé des technologies actuellement qui permettent éventuellement d'accompagner ces changements humains, d'accompagner les changements dans les comportements de conduite. Donc il y a par exemple
des boîtiers embarqués dans les véhicules, avec du retour en temps réel sur le comportement de conduite. Il y a beaucoup d'applications aussi qui sont développées où les conducteurs peuvent suivre leur score d'éco-conduite dans le cadre de l'entreprise d'éco-conduite qui est mis en place dans l'entreprise. Donc voilà, en fait, je voulais juste avoir votre avis sur ça et savoir ce que vous pensez de ce genre de technologie et de solutions qui existent déjà et qui sont encore relativement peu développées et utilisées par toutes les entreprises françaises. Merci de les signaler, en tout cas. Anne-Guillaume. Je voudrais dire qu'effectivement, on n'a pas apporté tout un pan sur la prévention et la sécurité routière au travail. Et même avant d'aborder ça, mais je vais revenir sur les apps, je pense que pour tout ce qui est apprentissage, et je dirais en particulier sur certains points de la conduite, maintenant, c'est vrai qu'on peut faire appel à de nouvelles technologies. Alors, le simulateur, c'est quand même une vieille nouvelle technologie. Mais tout ce qui est réalité virtuelle peut aussi être très bien utilisé puisque on a une immersion qui est assez importante pour un coût qui n'est pas si important que ça. Et je pense que dans tout ce qui va être apprentissage, on va pouvoir utiliser ce type d'immersion avec la réalité virtuelle et les casques qu'on peut porter. Et pour revenir à ce dont vous parlez, en effet, il y a différents apps qui existent que je trouve intéressantes, mais ce qui me semble très important, c'est que le feedback soit fait à la fin de la conduite. C'est-à-dire que pendant la conduite, ça peut être à la limite audio, mais il ne faut pas que ça vienne trop distraire finalement le conducteur. Et par contre, d'avoir un suivi de la conduite de la personne et de lui donner en quelque sorte à la fin un score, est-ce qu'il a bien conduit ou pas bien conduit, je trouve ça assez intéressant puisque ça donne un challenge à chaque personne de façon à améliorer sa performance de conduite en termes de prudence. Une toute dernière question, mais je suis déjà dans le temps additionnel, donc normalement je suis... Allez-y monsieur, vous avez le micro, je ne veux pas vous frustrer, mais vraiment, s'il vous plaît. Bonjour, Alain Berthaud, association Via Mobilité. Mon association sensibilise les jeunes, notamment les apprentis au risque routier, les 16-25 ans. Donc j'ai en face de moi des interlocuteurs qui n'ont soit pas de permis, soit en train de le passer, soit qui ont un permis de moins d'1 an. Alors, j'ai écouté avec attention tout ce que vous disiez. Ne faut-il pas déjà penser à la refonte du permis de conduire ? Ce permis de conduire, qui est une autorisation administrative de se déplacer avec des véhicules à moteur, comme on sait, en fait, va changer considérablement. Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, j'ai entendu à la télévision un pilote de chasse dire « Moi, je ne suis pas pilote au sens de la guerre de 14-18 ou 39-45, je suis un gestionnaire de système d'armes. » Et en fait, permis de conduire, donc faudra-t-il penser maintenant à l'élaboration d'un référentiel sur un permis de gérer des systèmes de conduite. Et y penser dès maintenant pour accompagner la technologie, que la formation accompagne la technologie. Merci. Merci à vous de votre question qui m'offre en vérité une issue à cette table ronde. Vous savez ce que je vais faire, monsieur? Je vais la poser à Emmanuel Barbe, cette question. Le délégué interministériel à la sécurité routière, c'est pas absurde, ça fera la transition. Merci beaucoup à tous les 5 d'avoir été là. Vous pouvez les applaudir, bien évidemment.